Bonjour à tous, bienvenue sur le Figaro TV. Est-on à un tournant de la guerre en Ukraine? On continue de poser et de se poser la question. Pierre de Jong va nous donner dans un instant son point de vue. Direction la Chine ensuite. Malgré les rébuffades de ces marques phares en Europe, n'est-elle pas en train de gagner la guerre économique? On posera la question à un observateur avisé. David Bavrez vit à Hong Kong, il est de passage à Paris. Elle a renoncé à l'islam, elle a voulu maintenant connaître les motivations de ses anciens coreligionnaires, en tout cas ceux et celles qui ont fait comme elle. La psychologue Sonia Zadig en a tiré d'ailleurs une enquête absolument captivante. Elle est aussi l'invitée de Point de vue. Bonjour Pierre de Jong. Bonjour. Quel bilan faites-vous des pourparlers de ce dimanche et de ce lundi matin entre les délégations ukrainiennes et américaines à Genève ? Alors le mot bilan est peut-être un petit peu fort, puisqu'en fait on est encore dans une espèce de brainstorming, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui sort. Simplement, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'abord, que Trump réaffirme une espèce de prééminence sur la discussion, sur cette fin de guerre qui est en train de s'inscrire probablement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on voit bien que l'Ukraine, aujourd'hui, a très peu de marge de manœuvre, puisqu'elle a un problème de corruption. Ça sort vraiment massivement depuis quelques jours. Sur le terrain, c'est pas formidable. Et puis, encore une fois, la pression qu'exercent les Russes avec leurs missiles, leurs drones sur les grandes villes ukrainiennes pose un vrai problème. Donc, il y a un besoin de paix. Donc, c'est ça le sujet. Oui. Aujourd'hui, ça n'avance pas plus que ça, quoi. On va justement s'attarder sur ces points-là. À la fois la question de la corruption et la question des bombardements russes avec la situation sur le terrain. Question quand même, est-ce que l'Europe qui a proposé un contre-plan, finalement, en tous les cas un plan à 28 points, comme le plan américain, avec 28 points, est-elle vraiment hors jeu? Écoutez, oui, parce qu'encore une fois, il ne participe pas aujourd'hui aux discussions, et deux, la contre-proposition, elle se fait que dans deux domaines, un, sur les questions des territoires, et deux, sur le format de l'armée ukrainienne. Donc, encore une fois, on ne peut pas considérer ça comme une participation, en tout cas comme le fait d'être effectif dans ces discussions. Le vrai problème, c'est quoi? C'est les garanties de sécurité. C'est ça le sujet. Alors, et tant qu'on n'a pas abordé ça, il n'y a pas de solution. Juste une chose. Si on prend le plan de paix européen, avant de parler des questions de sécurité, qu'est-ce que vous comprenez de ce plan européen quand il dit concernant les négociations territoriales? On va voir d'ailleurs dans un instant la carte. Donc concernant les négociations territoriales, le plan européen demande à ce qu'elles doivent partir de la ligne de contact plutôt que de prédéterminer que certaines zones doivent être reconnues comme de facto russes. Oui, c'est une bonne question, parce qu'on voit bien que, très concrètement, si les Russes et les Ukrainiens se mettaient d'accord avec le plan de paix de Trump, en fait, les Russes gagneraient en gros 1300 km² en direction du Dniepr, en direction de l'Ouest. Oui, c'est ça. Donc, ils avanceraient vers l'Ouest. Notamment, toutes les zones qui sont notamment en rouge vif. Très concrètement, en gros, 30% du Donetsk, qui est l'oblast au sud. Et là, effectivement, aujourd'hui, c'est la région de Pokrovsk et de Kramatorsk. Et aujourd'hui, les Russes ont de très grandes difficultés dans cette région du Donbass. Donc c'est vrai qu'un accord à ce niveau-là permettrait en fait aux Russes de faire un saut de 20 ou 30 km. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que d'un côté, si on regarde que cet aspect-là des choses, on se dit qu'effectivement ce sera un gros cadeau aux Russes. Mais de l'autre, et c'est ce que vous nous avez dit jusqu'à présent, ce qu'il faut mettre dans l'équation, c'est les frappes russes actuelles et les problèmes de corruption. Revenons sur ce plan-là. Les problèmes de corruption, en quoi affaiblissent-ils aujourd'hui la position ukrainienne? Il y a un énorme point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'on pense que les Américains ont parfaitement identifié les flux financiers qui ont permis cette corruption au plus haut niveau de l'État ukrainien. On rappelle peut-être d'un mot en quoi elle a consisté? Alors en gros, c'est 100 millions et l'environnement direct de Zelensky, globalement les 5-6 plus proches de Zelensky sont concernés par des rétrocommissions. Très concrètement, il y a eu des contrats qui ont été mis en place en Ukraine, et pour que les sociétés aient ces contrats en Ukraine, il y a des rétrocommissions sur des hommes politiques
qui participent à la décision. Donc c'est la corruption à l'état pur. On peut considérer, à l'heure où on parle, que les Américains, et Trump particulièrement, ils sont parfaitement au courant de ces mécanismes de corruption et à partir de là, exercent une influence directe sur l'État ukrainien. Et non seulement sur l'État ukrainien, mais sur Zelensky lui-même, qui, en fait, en finale, il finira par accuser lui-même d'être corrompu. Rappelez-vous, il y a quelques mois, durant cet été, en fait, le président Zelensky voulait supprimer, en tout cas modifier le reporting, les comptes rendus que faisait une cellule anticorruption. Il voulait modifier le reporting et il voulait la traiter lui. Alors ça n'a pas fonctionné du tout. Pourquoi ? Parce que la population ukrainienne a dit pas question, on reste sur l'ancien sujet et on va garder un système indépendant. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a un vrai trouble au niveau de la corruption, ukrainienne, d'autant que c'est un sujet récurrent avec des oligarques qui s'enrichissent. Quand on voit aujourd'hui les milliards qui se déversent sur l'Ukraine, on ne peut pas accepter que cet argent soit dérivé dans les poches, même percées ou non percées, des collaborateurs les plus directs du président ukrainien. Autre point, vous dites, c'est la question des frappes russes actuelles. En quoi elles affaiblissent la position ukrainienne? L'Ukraine perd des marges de manœuvre. Première marge de manœuvre, c'est sur le terrain directement, sur la ligne de front, où là, Pokrov... On va retrouver, on va revoir la carte. Pokrov, c'est à deux doigts de tomber. Si c'est pas 2 doigts, c'est 1 doigt et demi. C'est pas très grave. On voit bien qu'aujourd'hui, la situation est quand même très mauvaise dans cette partie du Donbass, mais également sur l'ensemble du front terrestre. On voit que les Russes progressent, poussent régulièrement, au prix de pertes considérables des deux côtés. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, on est en plein hiver, et c'est vrai que les Russes n'y vont pas que le dos de la cuillère, avec des drones, des missiles. Donc il y a des bombardements systématiques sur toutes les grandes villes. Donc ça devient inacceptable. Quel est le but tactique de ces bombardements dans les grandes villes? Alors très concrètement, c'est affaiblir le moral des populations. C'est l'éternel sujet des bombardements tels que les faisaient les Anglais sur l'Allemagne. Oui, c'est pas forcément, le but n'est pas forcément de prendre la ville, mais de créer de Dresder, si je puis dire, la ville. C'est exactement ça. Aujourd'hui, il n'y a aucun intérêt. Enfin, encore une fois, on va affaiblir la ville parce qu'encore une fois, les cibles principales des missiles et des drones russes, comme d'ailleurs du côté ukrainien, c'est de toucher les installations énergétiques du pays. Donc c'est affaiblir le pays en termes de distribution d'énergie pendant l'hiver. Oui, mais c'est pas forcément le prélude pour un déversement de troupes d'infanterie russes dans les villes qui sont... Ça n'a absolument aucun rapport. Aujourd'hui, vous avez 2 conflits. Un conflit au contact, sur la ligne de contact, ça bouge pas beaucoup. Donc c'est la ligne que l'on voit sur la carte. La ligne rouge que vous voyez sur la carte, et vous avez une deuxième ligne qui est la guerre dans la profondeur, qui est une guerre psychologique, c'est une guerre d'attrition qui vise en fait à user progressivement, votre adversaire, ce qui fait qu'aujourd'hui d'ailleurs les Ukrainiens procèdent de la même façon avec leurs drones, où ils arrivent à lancer des drones à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière. Donc on voit qu'il y a une espèce de guerre d'usure, une guerre réciproque qui fait que le premier des deux qui a plus de stock, il dira pousse, quoi. C'est une situation à la 1918, en fait, comme entre la France et l'Allemagne. Oui, on est dans une situation immobile. Alors, je n'irai pas jusque-là, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que le drone a modifié la logique. Donc, en quoi il a modifié la logique? Parce que c'est un armement qui était totalement inconnu, et l'efficacité du drone, le coût et l'efficacité est incroyable. Vous avez un engin qui vaut 1000 euros ou 2000 euros, et qui va détruire un char qui vaut 10 millions ou 20 millions. Donc, si vous voulez, le rapport coût-efficacité fait qu'aujourd'hui, vous avez une densité de drones absolument incroyable. Donc c'est devenu une guerre de drones. Premier point. Le deuxième point, c'est une guerre où il y a une telle attrition des deux côtés. On parle globalement d'1 million de morts et blessés de chaque côté. 300 000 morts de chaque côté et 700 000 blessés de chaque côté. Un peu moins pour les Ukrainiens probablement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les opinions publiques ukrainiennes, russes pas encore tout à fait, mais ukrainiennes, elles saturent. Encore une fois, c'est un effort énorme qui doit être fait. Donc encore une fois, les deux États, jouent le côté machine de guerre, jouent le côté drone, joue le côté robot, et on assiste à une robotisation du conflit. Et donc aujourd'hui, on peut considérer que dans la région de Pokrov, la guerre est faite en grande partie par des drones, et par le tout petit groupe. Aujourd'hui, vous n'avez pas de front comme en 1914-18. Vous n'avez plus un système linéaire. Vous avez un front mou dans lequel vous avez des groupes qui essaient de passer la nuit, de franchir, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'efficacité du combat sur le terrain. Mais en même temps, c'est très destructeur, parce qu'on ne sait pas combien il y a de morts par jour, mais ça se compte en plusieurs centaines par jour. Si je reprends la proposition européenne de dire on part de la ligne de contact et après on négocie sur cette ligne de contact, on va encore revoir la carte. Est-ce que dans ce cas-là, il n'y a pas un risque, c'est de faire perdurer les combats?
Alors oui, bien évidemment, parce que le fait d'avoir un cessez-le-feu, c'est pas la paix. Je veux dire que la paix va se décider à partir du cessez-le-feu. C'est-à-dire que si on fait mais peut-être que je me trompe, mais dans l'interprétation de la logique européenne, c'est que si on fait justement une négociation sur cette ligne de front, chacun va essayer de continuer les combats pour prendre le maximum de positions, pour se dire, bon ben voilà, maintenant j'ai gagné ça, et donc c'est à moi. C'est le syndrome du dernier mort, de la dernière cartouche qui va être tirée. C'est juste monstrueux. Maintenant, il est vrai qu'il y a une espèce de... On ne peut pas considérer que les Ukrainiens aient perdu la guerre. Ils sont défendus. Aujourd'hui, ils sont incapables de reprendre la Crimée ou le Donbass, mais ils sont défendus. Donc c'est vrai que la logique voudrait que le front s'arrête. On cristallise le front et à partir du front, on négocie. C'est vrai que la proposition de Trump, elle est comme relativement surprenante, que dans les 28 points, il y a des concessions territoriales extrêmement importantes qui fait qu'aujourd'hui, est-ce que les Ukrainiens sont capables d'accepter, compte tenu des pertes qu'ils ont eues et des souffrances qu'ils ont eues, des sacrifices qui ont été exactement, et des sacrifices très importants, la des mises en population, échec de la Russie. toute cette jeunesse, etc., qui est morte ou blessée, etc., est-ce que l'opinion publique va l'accepter? Moi, je pense que oui, pour une raison très simple, c'est qu'en fait, je pense que l'État ukrainien ou la population ukrainienne est saturée de cette guerre. Il faut trouver une solution. Donc c'est vrai que la solution... Mais au point, Pierre de Jong, d'accepter de rendre vain tout le sacrifice, notamment ces 300 000 morts ukrainiens? Alors c'est tout le cœur de la question. Alors on voit bien qu'aujourd'hui il y a une espèce d'évolution au niveau des hommes politiques et de Zelensky sur cette question-là, qui est une question centrale, parce que très concrètement, aujourd'hui Zelensky n'est plus président depuis à peu près un an, puisque grâce à la Constitution, il a prorogé son mandat. On peut considérer que s'il y avait une espèce de débat, une espèce de paix même relative qui se mettrait en place, on peut considérer qu'il y a des élections, et à partir de là, est-ce que Zelensky les gagnerait ou les perdrait? Je ne sais pas. Donc il y a un risque politique qui est très fort. Ceci étant dit, Zelensky est obligé de prendre en compte la souffrance du peuple ukrainien. Vous savez, quand vous avez les mères de famille qui voient leurs enfants partir à la guerre, c'est jamais très satisfaisant, dans des conditions quand même très, très particulières. Et puis, vous avez des pertes énormes. Je veux dire, les pertes sont considérables. On est dans une guerre totalement anachronique par rapport à la modernité, à la robotisation, etc. Donc tout ça fait que ce sont des chocs. Et je pense que Zelensky n'a pas vraiment le choix aujourd'hui. C'est le cœur de la discussion. Et ça, Trump l'a très bien compris, je pense. Alors, hier, ce dimanche, en tous les cas, les deux délégations ont fait part de progrès dans les discussions. En quoi y a-t-il eu, justement, pour reprendre les termes de ces délégations, progrès? Alors le progrès, ils ne se sont pas battus, et les uns comme les autres, en fait, acceptent de discuter. Mais bien que les Européens considèrent que c'est un plan qui va dans la bonne voie, on voit que Trump dit très concrètement qu'il peut encore aménager à la marge cette proposition, et puis les Ukrainiens n'ont pas claqué la porte. Si les Ukrainiens n'étaient pas d'accord, ils pouvaient dire non, on s'en va, merci, au revoir, on passe à autre chose. Ils ne l'ont pas fait. Question à l'ancien aide de camp, que vous avez l'habitude des psychologies de chefs d'État, pour les avoir fréquentés de près. Quand Trump lance sur Truth Social, son réseau, que les Ukrainiens font preuve d'ingratitude, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il joue sa carte éternelle, il va essayer de mettre Zelensky dans une situation extrêmement difficile. En fait, on est revenu à la séquence lorsqu'il avait reçu Zelensky à la Maison-Blanche, rappelons-nous, où il avait été extrêmement humiliant vis-à-vis du chef de l'État ukrainien. Et là, il y a donc cette séquence numéro 1. Numéro 2, il avait amélioré sa relation avec Zelensky, parce que Zelensky a fait des efforts. Troisième séquence, il s'est passé quelque chose. Aujourd'hui, il y a un point d'interrogation. Moi, je pense que c'est les mécaniques de corruption qui ont fini par saturer Trump, et qui a décidé de mettre le holà et de serrer Zelensky. Donc Zelensky, aujourd'hui, quelle est sa marge de manœuvre? Encore une fois, politiquement c'est compliqué, militairement c'est compliqué. Ce qu'on a même du mal à comprendre, c'est comment Trump peut à la fois envoyer un poste assassin et cinglant à l'encontre de Zelensky, et d'un autre côté, Zelensky qui a des propos, lui, amène vis-à-vis des Américains. Oui, parce qu'il ne bouge plus un cil. Évidemment, il a compris que s'il bougeait un cil, c'est le grand problème. Vous savez, il y a deux menaces qui ne sont jamais abordées. La première, c'est que, et c'est pour ça que les Européens ne bougent pas, c'est qu'en fait, Trump dit, écoutez, à partir de maintenant, les Européens, vous débrouillez, je quitte l'OTAN. Phase 1. 75% du matériel et de l'OTAN sont les Américains. On ne sait pas faire sans à l'heure où on parle. Deuxième point, c'est les sanctions américaines contre l'Ukraine. C'est pas impensable que Trump décide, il en a ras-le-bol, il dit, voilà, à partir de maintenant, mettons en place des sanctions. Alors personne n'en parle jamais, mais c'est ça la menace. Et Zelensky fait extrêmement attention à ça. Donc il va faire attention, il ne va pas aller jusqu'au contact, au conflit ou à la confrontation avec le président américain. Les sociétés corruptrices de l'entourage de Trump, de Zelensky, n'étaient pas américaines.
Non, non, elle n'est pas du tout américaine. C'est dans le pétrole, dans toute une série d'activités. Entre autres, malheureusement pour Zelensky, il y a un de ses alliés principaux, puisque une partie de la société qui était corrompue, c'était la société de Zelensky elle-même. Donc, si vous voulez, il veut dire une espèce de perméabilité, une espèce de, comment dire, de consanguinité dans les problèmes qui fait qu'aujourd'hui, Zelensky est comme relativement mal à l'aise. D'autant qu'on est en fin de conflit, ou en tout cas, on n'est pas au début du conflit. Et en fait, Zelensky ou les Ukrainiens ont besoin de toute leur force. Et malheureusement, il est affaibli au moment où il devrait avoir de la force politique. Et là, il l'a perdu un petit peu, malheureusement. Le chancelier allemand Friedrich Merz doute d'un accord d'ici jeudi. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio espère un accord rapide. Et vous, quel est votre point de vue? Je pense que le mot rapide, il faut l'enlever, mais le mot accord, il va finir par arriver. Je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble de la planète a compris que Trump était sur un modèle très particulier. Hors de question de le prendre en frontal. C'est ce qui passe aujourd'hui. Les Européens et les Ukrainiens font extrêmement attention. Maintenant, on engage un processus. Moi, j'ai travaillé sur la guerre du Vietnam. Ils ont négocié entre le duc Tho et Kissinger. Ils ont négocié pendant 5 ans. Donc, vous voyez, on n'en est pas là. Donc, je pense qu'on va rentrer dans un processus de stabilisation, de cristallisation du front, et à partir de là, des opérations de discussion, de négociation diplomatique qui vont essayer de trouver des solutions. Mais de toute façon, ce conflit va faire très mal à l'Europe, va faire très mal à l'Ukraine, et encore une fois, qui va gagner? Concrètement, Trump. Que Trump, dans ses 28 points, rappelons-nous, il a mis une espèce de droit de préemption sur la reconstruction de l'Ukraine. Et les Russes? Les Russes attendent, puisqu'aujourd'hui, ils ne sont pas concernés. Je pense que Poutine, il prend des verres de vodka toutes les 10 minutes, parce qu'il laisse faire. Aujourd'hui, très concrètement, son meilleur allié s'appelle Trump. Et les Turcs? Les Turcs, comme toujours, les Turcs sont très forts. Depuis le début du conflit, ils se positionnent, comme les Qataris, ils se positionnent dans une situation, je dirais, de négociateurs. Donc, ils ne sont pas une superpuissance, mais c'est une puissance. Et en devenant une puissance, ils deviennent incontournables. Et c'est vrai que la mer Noire, c'est la sortie vers le sud. Maintenant, il y a un problème à gérer dans le futur. Pour les Russes, ça va être la Baltique. Qu'est-ce qui va se passer? C'est pour ça qu'il y a une suite dans la suite qui est extrêmement inquiétante. C'est est-ce qu'il peut y avoir, et c'est ce qu'on dit aujourd'hui en France ou en Europe, est-ce qu'il peut y avoir un conflit qui suive ce conflit ukrainien? Est-ce qu'il ne peut pas y avoir un regard, je dirais, russe en direction de la Baltique, avec une espèce de, comment dire, de remise en cause géographique, si vous voulez, de ce côté sud de la Baltique, qui fait que très concrètement, les pays baltes pourraient être, je dirais pas conquis, mais en tout cas asservis. Un point, et on termine, vous avez commencé par ça. L'essentiel, c'est les garanties de sécurité. Est-ce que, finalement, Zelensky peut avoir des garanties de sécurité américaines, c'est-à-dire un déploiement américain en Ukraine, par exemple, qui permettrait de geler la ligne de front et d'être un glacis défensif? Alors que je sache, dans les 28 points, il est hors de question que des forces de l'OTAN ou américaines ne s'installent en Ukraine. Quelle garantie de sécurité, là? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, la seule qu'il y avait, c'était les Européens, avec cette force de réassurance qui était destinée à garantir une sécurité pour les Ukrainiens. Aujourd'hui, c'est du trapèze sans filet. Et que peuvent obtenir les Ukrainiens dans ce cas? Il faut pousser pour qu'il y ait des forces qui se mettent en place, soit une force otanienne, qui, à mon avis, ne sera pas très performante. Encore une fois, la meilleure solution, très concrètement, c'est effectivement la force de réassurance européenne autour des Américains, des Polonais, pas les Polonais, enfin, autour des Français, des Britanniques et des Allemands. Merci beaucoup, Pierre de Jong. On en reparlera justement parce que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, vient de faire une déclaration où il a mis justement la pression sur les députés autour des questions de défense, et on imagine bien que la question ukrainienne est dans les têtes à l'époque où d'ailleurs où le nombre de théâtres d'opération s'est considérablement réduit pour l'armée française. Est-ce que les débats économiques français sont d'ailleurs à la hauteur des enjeux? Sébastien Lecornu a appelé justement les députés, les parlementaires à éviter un blocage et annonce une rencontre avec les responsables des partis et les partenaires sociaux. Homme d'affaires basé à Hong Kong, David Bavrez va nous donner son point de vue, mais aussi ce qu'il observe depuis son poste asiatique, à l'heure donc où les députés français ont rejeté à l'unanimité, moins une voix, la partie recette du budget. Ils avaient débattu, effectivement, pourtant, pendant des semaines. En tout cas, moi, j'ai voté contre cette copie budgétaire parce qu'elle contenait beaucoup trop de taxes. Et en fait, ce qu'on a constaté depuis un mois, c'est que les députés de gauche et les députés du RN ont voté plein de nouvelles taxes. Taxes sur les multinationales, taxes sur les rachats d'actions, taxes sur les patrimoines improductifs, taxes sur les dividendes exceptionnels.
rabotage de la niche Madelin, rabotage du pacte du travail. Bref, je vous fais pas la liste intégrale, mais il y a eu 45 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en plus, et gauche et RN ont voté ensemble. Et donc moi j'ai voté contre évidemment une copie qui venait augmenter la fiscalité de façon complètement folle et qui en parallèle en commission venait augmenter la dépense publique, parce qu'on n'en parle pas, mais en commission on avait 30 milliards d'augmentation de dépenses publiques. Donc moi qui suis libéral, je vais pas voter une copie qui fait exploser les impôts et qui fait exploser la dépense publique. Non, ce qui est surprenant, c'est pourquoi est-ce que tous ceux qui pendant un mois ont voté toutes ces taxes à la fin n'ont pas voté pour. La surprise, c'est pas vraiment que moi j'ai voté contre, c'est assez fidèle à mon idéologie, à ma ligne idéologique, il n'y a pas de surprise. Ce qui est très surprenant, c'est que ceux qui ont voté ce délire fiscal, à la fin disent, bah écoutez, finalement le monstre qu'on a créé, on n'en veut pas. Écoutez, c'est une défaite historique, voilà, c'est jamais un budget n'a été battu à ce point dans la Ve République. Bravo à la personne qui a voté pour, on va parler de lui ce week-end. Au-delà de ça, ça montre à quel point ce gouvernement est minoritaire. Son texte était minoritaire et rien ne pouvait en réalité modifier la donne, si ce n'est finalement faire que des mécontents. C'est exactement ce qui s'est passé. J'avais terminé la commission des finances en disant qu'on avait un texte Frankenstein, ça reste un texte Frankenstein. Il y a eu des avancées, notamment sur des taxes, mais que la ministre explique sur les multinationales et au patrimoine, notamment celles que j'ai proposées, mais la ministre estime qu'en réalité ils ne valent rien. Donc le message qu'on voulait envoyer aujourd'hui au Sénat, c'était que ce budget est décidément minoritaire et à mon avis, il reviendra minoritaire parce que je ne vois pas par quel miracle un texte battu par 404 voix contre une reviendrait majoritaire vers le 18 décembre. J'y crois pas du tout. Bonjour David Bavrez. Bonjour. Contre toute attente, Sébastien Lecornu a pris la parole ce lundi matin pour justement revenir sur la situation budgétaire. De son point de vue, tout ce qui vient de se passer était attendu. Il affichait une forme de sérénité. Est-ce que c'est votre cas quand vous regardez ces débats budgétaires français? Que vous inspire-t-il ? Alors moi, le problème, c'est que je vis à Hong Kong, donc je regarde ça de très loin, donc je ne connais pas du tout les détails. J'allais dire, en français, je suis désespéré, mais en européen, je suis plein d'espoir. Parce que ce débat totalement ridicule va déboucher sur des déficits abyssaux qui sont financés à plus de 80% par les étrangers aujourd'hui. Donc chaque euro de déficit budgétaire est une perte de souveraineté française vers l'étranger. L'étranger, c'est qui ? C'est la BCE, c'est-à-dire l'Allemagne. Donc la raison pour laquelle, en tant qu'Européen, je suis plein d'espoir, c'est que ces discussions entérinent le transfert de souveraineté de la France vers l'Allemagne pour l'Europe. Et le seul pays qui comprend, qui donne l'impression de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, en Europe, c'est l'Allemagne. C'est Frédéric Merz, qui comprend que le monde est en train de changer, qui comprend qu'il y a ce que j'ai vécu, moi, il y a un mois, un événement totalement historique qui est passé, à mon sens, en dehors des écrans radars en Europe, c'est le découplage. Alors, on va y revenir. La Chine et les États-Unis, qui fait que l'Europe ne peut pas continuer. Donc, ces discussions budgétaires sont totalement coupées du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Oui, à part effectivement rendre la situation en France complètement, en tous les cas sous la coupe de Bruxelles et sous la coupe peut-être un jour des financiers internationaux. Je ne sais pas si on en est là, on en rediscutera. Mais en tous les cas, le raisonnement sous-jacent qui a consisté depuis le traité de Maastricht à dire finalement les contraintes européennes budgétaires, ça va être très bien parce que ça va nous obliger à faire des économies. Alors effectivement, à la marge, on a vu le plan Juppé 1995, on a vu les plans qui ont consisté à mettre la France sous la barre des 3%. Aujourd'hui, Sébastien Lecornu dit on va prendre comme objectif d'être à 5% de déficit du PIB. Autrement dit, ces pertes de souveraineté, ces pertes de souveraineté-là ont été peut-être bénéfiques à une idée supranationale qui effectivement a avancé, qui devient inéluctable, mais en termes de rigueur, d'économie et de vertu budgétaire, ça n'a pas tellement fait progresser. Non, mais la réalité, c'est que quand vous faites les chiffres, notre taux d'intérêt devrait être de l'ordre de 6 à 7%, comme la Grèce en 2010. Et pourquoi il est à 3,5 ? C'est parce que les Allemands, de manière très cynique et rusée, achètent notre dette de manière à ce qu'on ne se réforme jamais.
Et l'Allemagne pillera. La manière dont ça va se faire, c'est que... C'est pas que l'Allemagne paiera, elle pillera. Elle pillera, tout simplement parce que... Pourquoi l'Allemagne ne veut pas qu'on se réforme ? Parce qu'il s'agit Pourtant, maintenant ils tiennent un discours inverse. Il s'agit maintenant, c'est le rapport Draghi, il s'agit de créer des leaders européens dans chaque industrie qui vont pouvoir être de taille vis-à-vis de la Chine et des Américains. L'exemple typique, c'est, vous connaissez très bien parce que vous en êtes proche, c'est le Rafale. Vous voyez bien que la défense qu'il faut consolider, l'Allemagne est très en retard et c'est elle qui va décider de toute cette consolidation pan-européenne. Et c'est à ma connaissance, le Rafale n'est pas allemand. Hein. Pas encore. Non. Et espérons qu'il ne le sera pas. Que vous inspire la polémique suscitée par les propos du chef d'état-major français devant les maires la semaine dernière sur la souffrance que devront... à laquelle les Français doivent préparer leurs enfants. Mais on passe, sans même parler de mort humaine, on passe d'économie de paix à économie de guerre. Et le problème, c'est qu'on continue à mentir à la population en disant... Mais est-ce que c'est pas ça dont il aurait dû parler ? On a vous voyez très bien ce budget. C'est un budget qui continue à créer artificiellement de la consommation pour les Français en disant on ne touche pas aux retraites. Là où je vis en Chine, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que nous sommes en Chine, nous sommes en économie de guerre et tout va à la production. Il y a un plan quinquennal qui a été annoncé et qui définit ce que les Chinois appellent la double circulation. La double circulation, c'est que votre consommation intérieure va être limitée à l'autosuffisance. Donc uniquement ce qu'on appelle dans le jargon le made in China, by China, for China. C'est-à-dire uniquement ce qui a été fabriqué en Chine. Et deuxièmement, les exportations sur lesquelles va se porter toute l'aide étatique, toutes les subventions ne vont pas du tout aller à des retraités. Elles vont aller à des sociétés qui vont exporter à perte, subventionnées par le gouvernement, et qui vont créer une dépendance du reste du monde vis-à-vis de la Chine. Est-ce que, alors c'est très intéressant, Nicolas Dufour, qui est le patron de la Banque publique d'investissement, qui a écrit d'ailleurs un livre très intéressant et passionnant sur la dette sociale, on est d'accord, revient de Chine, et dans un post, il raconte combien est frappante la détermination des Chinois à attaquer l'économie européenne. C'est ce que vous observez, donc. Mais il y a un second choc chinois. Donc le premier choc chinois, vous vous rappelez, c'était en 2001, quand la Chine est rentrée dans l'Organisation mondiale du commerce, où les Chinois ont fait ce qu'on ne voulait plus faire, soit parce que ça a faible valeur ajoutée, soit parce que ça polluait. C'était le fameux Made in China. Aujourd'hui, le problème, c'est que la Chine produit ce qu'on a envie de continuer à produire. Et je vous donne un exemple très concret que vous allez comprendre. Le véhicule électrique. Ce nouveau plan quinquennal que la Chine va entériner au mois de mars, le véhicule électrique n'est plus stratégique. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'il n'y aura jamais de concurrents américains, il n'y aura jamais de concurrents européens. On les a tués avant même qu'ils commencent. Donc c'est ça le problème que nous avons, c'est qu'il y a une innovation chinoise, puisqu'ils font la voiture électrique mieux que nous, et qu'en plus elle est subventionnée, donc elle est vendue à des prix face auxquels nous ne pouvons absolument plus être compétitifs, parce qu'il n'y a pas de retraite en Chine. Chez nous, les retraites, c'est 14% du PNB. En Chine, il n'y a pas de retraite. Donc les Chinois entament l'année avec 14 points de différence. Et ces 14 points, ils vont vers créer cette dépendance du reste du monde vis-à-vis de la Chine. Donc Nicolas Dufour a raison, si on ne réagit pas, naturellement on va se faire avoir. Sur le plan de la confrontation avec les États-Unis, les Chinois ont réussi à obtenir un accord avec Donald Trump sur les droits de douane américains. C'était le 30 octobre dernier en Corée. Pour vous, c'est un tournant ? C'est un meeting absolument historique. Et qu'on n'a pas compris en Europe. C'est le premier meeting où nous passons, première rencontre où nous passons de la super-hégémonie américaine à la co-hégémonie sino-américaine. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Chinois ont dit aux Américains, vous avez l'hégémonie financière, vous avez le dollar, vous avez la monnaie de réserve, nous avons la super-hégémonie manufacturière. C'est-à-dire qu'on a les usines et vous avez l'argent. Exactement. Et donc, on vous donne, à travers les terres rares, qui sont absolument pas rares, tout le monde peut en avoir, tout le monde peut les raffiner. Au bout d'un an ou deux, on sait parfaitement les raffiner. Le problème, c'est manufacturer ces fameuses terres rares. Non. C'est savoir-faire ? Non, c'est absolument pas un savoir-faire. Nous l'avons à Rhône-Poulenc, qu'en 2001, on était les premiers au monde à faire. Qu'est-ce qui nous retient ? C'est tout simplement qu'on a transféré à la Chine une activité extrêmement polluante pour laquelle on n'a pas payé. Et on a dit, la Chine, vous allez faire des terres rares pas chères du tout, et vous allez polluer tout votre pays. Et donc aujourd'hui, la Chine dit,
Et on a toujours dit aux Chinois, ne vous avisez pas de nous faire du chantage, parce qu'en 1 an ou 2, nous, on sait les refaire à nouveau. Et là, ce qui a changé, le tournant historique, c'est que la Chine dit « je vous annonce à travers les terres rares », c'est pas les terres rares qui sont importantes, c'est « je vous annonce que comme je fais 35% du manufacturing mondial », quelle que soit la chaîne de production, je peux vous la couper. Et donc le sujet, c'est pas les terres rares, le sujet, c'est la chimie qu'on va voir venir. Ce sont les ingrédients pour la pharmacie que les Chinois peuvent nous couper à tout moment. C'est l'inquiétude sur les ingrédients chimiques de haute chimie spécialisée qui vont dans l'alimentation que les Chinois vont pouvoir nous couper. Donc, vous voyez que... Et ils peuvent nous le couper, mais qu'est-ce qui nous empêche nous-mêmes de les produire maintenant ? Alors, c'est 2 choses. 1, c'est le savoir-faire qui... en partie est parti en Chine. Donc je vais donner un exemple. La médecine, la pharmacie... Vous citiez cette grande firme industrielle a encore quand même les savoir-faire aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. La pharmacie, en 2024, 30% des nouvelles molécules de médicaments ont été trouvées en Chine. C'est plus qu'aux États-Unis. Donc pourquoi ? Parce que la Chine s'est mise à travailler alors que nous, on a passé notre temps à payer des retraités. Sur la supériorité de la Chine, on a posé la question à l'éditorialiste François Lenglet qui vient de signer un livre absolument passionnant également sur la confrontation entre les États-Unis et la Chine. Et pour lui, la victoire de Pékin est tout sauf inéluctable. Je propose de l'écouter, on y revient juste après. La Chine profite de ça, mais sur le fond, elle a quand même au moins 3 handicaps. D'abord, la démographie. Et là, si vous voulez, elle est en train de la population active chinoise, qui est quand même le socle de la prospérité économique, elle-même étant le socle de la puissance politique. Et chaque année, la Chine perd entre 8 et 10 millions d'actifs aujourd'hui. En fait, on vit la situation symétrique de l'extraordinaire rattrapage économique qui était en réalité soutenu par une croissance extraordinaire de la population active, les cohortes nées à l'époque de Mao, dans les années 50-60, et qui ont grossi le flot des bras travaillant en Chine, et qui aujourd'hui partent à la retraite. Donc quand on tire d'un fil jusqu'en 2100, la Chine a sa population divisée par 2, elle passe d'1,4 milliard à 700 millions, les États-Unis continuent à monter. Parce que justement, leur population active, elle, continue à progresser dans les 15 ans qui viennent, et leur population tout court, bien largement au-delà. Donc ça, c'est le premier handicap. Le deuxième, c'est qu'il y a un piège économique dans lequel ils sont aujourd'hui. Manifestement, l'équipe dirigeante, celle de Xi Jinping, n'est pas du niveau de ses prédécesseurs. Les brillants héritiers de Deng Xiaoping, qui avaient été vraiment des architectes éblouissants, d'ailleurs en dosant très bien le degré d'ouverture et puis en stimulant le moteur économique. Là, on a quelqu'un qui est un bureaucrate, qui est un communiste à la façon de Mao, un idéologue, qui d'ailleurs s'est complètement trompé avec sa gestion du Covid, qui déclenche des campagnes contre les milliardaires de façon un peu intempestive, et qui a bloqué la Chine dans une espèce de piège en la rendant dépendante des marchés extérieurs au moment où tous les marchés se referment, alors que le marché intérieur, la consommation, lui, est bridé par la politique monétaire, le fait que la Chine ne veut pas laisser son taux de change s'apprécier, contrairement à ce qui s'était passé pour le Japon, la Thaïlande et tous les autres qui l'avaient précédé sur la route de la croissance. Puis le troisième handicap, alors il est d'une nature qui n'a rien d'économique, mais il est très important, le maître du monde doit faire envie. Il doit faire envie d'abord aux cerveaux qui le rejoignent. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis pendant très longtemps, hein, où l'économie a fonctionné beaucoup avec l'arrivée... On n'a pas envie de s'exiler en Chine, mais non, on n'a pas envie de s'exiler en Chine, parce que c'est un pays qui n'est pas démocratique. On n'a pas envie de mettre son argent en Chine. On le fait un peu, via des véhicules d'investissement. Mais pour le coup, vous avez quand même tout... Celui qui mettrait 95% de son épargne en Chine serait un peu imprudent. Il est tout à fait possible qu'un jour ou l'autre, il y ait un Tiananmen 2 et que les frontières se ferment. Alors, est-ce que la Chine a gagné ? Est-ce que la Chine va vraiment gagner ? Alors, si j'étais chinois, là, c'est un concentré d'arrogance occidentale tel que j'adore. La démographie n'est absolument pas un problème. Vous avez 600 millions de Chinois qui aujourd'hui vivent au 19e siècle. Donc la Chine veut moins de population. À 1 milliard, ils seront absolument parfaits, surtout compte tenu de ce qu'ils font dans l'automatisation et la robotisation. Ça n'est pas un problème. Le problème, il n'est pas quantitatif, il est qualitatif. C'est que vous allez avoir une société que d'enfants uniques. Donc c'est ça le vrai problème. Et les Chinois me disent, le problème démographique, vous payez des retraites, nous on n'en paye pas, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, dire que la Chine va dans le mur,
c'est justement, je vous ai montré un verre, c'est avec ce genre de propos qu'on n'a pas vu que les Chinois, maintenant, développaient plus de 30% des nouvelles molécules. Donc, c'est exactement l'inverse. La Chine a reconstruit, et j'étais le premier à faire cette erreur en 2022, quand il y a eu le 20e congrès, en disant la Chine va dans le mur. La Chine a reconstruit un partenariat public-privé à travers les mers, de manière décentralisée, qui nous surprend dans toutes les industries. Et puis, la troisième remarque, peut-être que M. Langlois a raison à Paris, mais il ne faut pas qu'il visite le Sud global. Parce que le problème que nous avons depuis 3 ans, c'est que la Chine, de manière très très rusée, est en train, compte tenu et depuis notamment l'élection du président Trump, est en train de se rallier tout l'ensemble du Sud global, ce qui fait que nous allons être 1 milliard d'Occidentaux à pavoiser, mais nous sommes entourés de 7 milliards de gens qui ont seulement une colle, c'est l'anti-occidentalisme. Dans son post sur Truth Social, où il s'en prenait à ce qu'il qualifie d'ingratitude de la part des Ukrainiens, Donald Trump s'en est pris aux Européens également, auxquels il reprochait d'acheter du pétrole russe. N'est-ce pas une fake news à la Trump, une fake qui cache un autre accord bien réel, bien passé sous les radars, un accord où l'Union européenne s'engage à acheter pour 250 milliards de dollars par an d'hydrocarbures américains? Oui, alors, l'avantage de la période dans laquelle on est, c'est que mes promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. On ne va pas acheter 250 milliards. Il faudrait tripler nos achats d'énergie. Et puis alors, ce qui n'est pas dit et qui est beaucoup plus intéressant, c'est que vous avez peut-être noté qu'au mois de septembre, la Chine a signé avec la Russie un accord pour financer le second gazoduc qui va permettre à la Chine de doubler ses importations de gaz en provenance de Russie et ne plus acheter aux États-Unis. Sur le marché du gaz naturel liquéfié, nous avons le Qatar qui vient en 2026-2027 en doublant sa production. Donc la société Total vous a annoncé il y a un mois qu'ils coupaient leurs investissements, notamment en matière de gaz, parce qu'ils pensent qu'il va y avoir un surplus. Donc c'est exactement l'inverse de 2022. Nous allons potentiellement avoir en 2027, 2028, 2029 un surplus d'énergie qui fait que les prix vont s'effondrer. Et c'est ça le pari de l'Allemagne. La raison pour laquelle je vous ai dit qu'on pouvait être optimiste quand on est européen, ce qui semble très contre-intuitif, c'est que le problème de la défense, il va être résolu en partie en 2029, parce que l'Allemagne met 180 milliards d'euros sur la table, ce que nous, on ne peut pas faire puisqu'on préfère payer des retraites. Les prix de l'énergie potentiellement vont s'effondrer parce que la Chine se retire du marché américain. Et puis, dernier point, les exportations. Effectivement, il n'y a plus de consommation intérieure en Chine. Et là, je rejoins tout à fait François Langlais, mais il nous reste l'Amérique latine et l'Asie du Sud-Est à les conquérir. Donc, l'Europe, version allemande, n'est potentiellement pas foutu. L'Allemagne a 1000 milliards d'euros. Il a 1000 milliards d'euros à mettre sur la table. C'est le seul pays qui ne soit pas surendetté. On ne va pas devenir allemand pour pouvoir... je veux dire, il y a un problème pour la France, il y a un problème de souveraineté, et il y a un problème, c'est qu'on va se retrouver peut-être européen, mais enfin sous domination allemande. Pardonnez-moi, mais enfin quand même, quelques-uns se sont battus en France pour éviter ça. À plusieurs reprises. Oui, mais quand vous nommez François Bayrou Premier ministre, c'est la fin d'un régime. Vous êtes au courant. Donc, effectivement, soit on se restructure, soit on invente une nouvelle république et on réagit, soit, vous m'avez demandé au début, soit vous avez une espèce de cirque Pinard Jean Richard à l'Assemblée, et les Allemands regardent et ils ne vont pas... Si vous voulez, on ne peut pas attendre une solidarité allemande qui va financer notre dette à 3,5% sans que... Frédéric Merz, c'est un avocat d'affaires en fusion-acquisition. Il vous donne jamais... Il n'est pas extrêmement altruiste de nature. Ça serait intéressant d'ailleurs d'observer ses contacts avec Donald Trump, du coup. Merci beaucoup, David Bavrez. Je rappelle, c'est moi, merci. Et je recommande votre livre, Bienvenue en économie de guerre. C'est chez Novice et c'est absolument passionnant. On a abordé ici même la détermination et l'abnégation de ceux que l'islam appelle les apostats. Psychologue, spécialiste de la condition des femmes, Sonia Zadig s'est intéressée à leur parcours. Voici d'ailleurs ce qu'en disait un d'entre eux sur notre plateau. Il faut dire la vérité, dans le monde occidental, en France, oui, c'est dangereux de critiquer l'islam à visage découvert, mais... Et pourquoi, malgré ces menaces, vous avez tenu à le faire ? Parce que en fait, à un moment donné, si tout le monde se tait, si tout le monde ne fait rien, en fait, si tout le monde a peur... Moi, vous savez, avant, j'avais mon travail bien tranquillement. J'aurais pu ne jamais faire ce que je fais depuis presque 10 ans. Je travaillais dans le marketing, j'étais bien tranquille, j'avais ma vie bien tranquille, mais j'étais malheureux parce que je sortais chaque jour de chez moi. Je me sens être un grand patriote, je veux aider mon pays. Et je vous dis, ce contexte, je sortais chaque jour de chez moi dans une France où les politiciens... Et heureusement, ça s'est infléchi depuis des années maintenant, sans doute un petit peu grâce aussi à mon travail comme à celui de tant d'autres, mais le
fait d'avoir un pays où il y a une espèce de mensonge orwellien où tout le monde doit dire que l'islam est une religion de paix, c'est un sujet tellement sensible que personne n'ose en parler. Bonjour Sonia Zadig. Bonjour. Pourquoi quitte-t-on l'islam ? C'est un acte de liberté, c'est un acte d'affranchissement, c'est un acte de liberté singulière, subjective, c'est un choix individuel. Or, le choix individuel, d'où le titre du livre, se retrouve bloqué dans une communauté, une oumma qui vous empêche de sortir parce que vous n'avez pas le droit, et une France qui ne vous accueille pas tant que ça. Alors, c'est justement l'une des questions qui vient à l'esprit. C'est pourquoi vous avez parlé à propos de ces musulmans, enfin de ces ex-musulmans qui ont quitté l'islam, qui ont apostasié, pour reprendre vos termes. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent des enfants perdus de cette république laïque ? Très bien. Alors, le titre « Les enfants perdus de la République » est aussi un clin d'œil à un livre qui était sorti il y a 20 ans. Les territoires perdus de la République. Voilà, de Georges Bensoussan. Il se trouve que 20 ans après, nous voilà face à des enfants de la République s'étant échappés de ces territoires perdus. Ils se retrouvent perdus, en effet, en ayant fui ces territoires-là, mais qui ont l'impression, c'est eux qui le disent, de ne pas être accueillis par, en effet, une république laïque qui ne s'occupe pas de la religion ni de la non-religion, mais ils ont l'impression que lorsqu'ils portent plainte pour des menaces de mort ou pour plein d'autres choses, qu'ils ne sont pas entendus. Et c'est pour ça, les enfants perdus, au sens où l'apostasie coûte aussi psychiquement. On va y revenir. Ouais. Mais c'est un point intéressant que vous soulevez, c'est-à-dire que quand d'anciens musulmans se retrouvent sous le coup de menaces de mort pour avoir quitté, exactement, pour mener un mode de vie occidental, les plaintes ne sont pas prises avec, en tout cas, la gravité que cela peut représenter. C'est ça que vous dites. C'est exactement ça. C'est un ressenti ou c'est une réalité ? C'est une réalité. Je cite une ou deux personnes dans le livre qui ont été portées plainte et à qui on a dit gentiment bon, allez, laissez-les tranquilles. Il y a quand même, je dois le dire, il y a 2 jours, une personne... C'est-à-dire que ces personnes-là, quand elles ont porté plainte par rapport à des personnes qui pouvaient les menacer de mort, quand on leur dit laissez-les tranquilles, c'est-à-dire laissez tranquilles les personnes musulmans qui menacent. Oui. Ou justement... Les musulmans. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur les musulmans, laissez-les tranquilles, etc. Donc c'est-à-dire qu'on leur demande de brider, de réduire leurs paroles par rapport à... Sauf dernièrement, il y a 2 jours, je tiens absolument à le dire, il y a une fille qui s'appelle Alia, qui est une apostate et qui a porté plainte et s'est allée jusqu'au bout. C'est la première apostate qui a gain de cause. En quoi ont consisté les menaces pour Alia ? Menaces de mort. Et comment sont-elles formulées ? Elle les reçoit directement sur les réseaux sociaux ? Il y a ce qu'on appelle le doxing. Le doxing, c'est-à-dire de mettre sur le net ton adresse personnelle, le numéro de téléphone, etc. Ouais. Y a-t-il plus de femmes que d'hommes qui quittent aujourd'hui l'islam en France ? Alors, je n'ai pas de statistiques claires là-dessus, et même dans le livre, ce qui apparaît dans le livre, c'est que j'ai eu plus de témoignages d'hommes que de femmes. Quel est le parcours qui vous a le plus marqué ? Le parcours d'apostasie qui vous a le plus marqué ? Tous les parcours sont singuliers, tous les parcours sont marquants, mais je trouve, après c'est peut-être un parti pris parce que je suis une femme, c'est quand même, c'est très difficile pour une femme de s'affranchir parce que la soumission, l'oppression, c'est faite presque chair, c'est-à-dire qu'elle s'est faite dans le corps et c'est très très difficile de s'en affranchir. Je crois que c'est les femmes qui m'ont un peu plus touchée. Vous-même, vous avez fait cette apostasie alors que même... Non, je n'ai pas du tout. Vous citez le cas de personnes qui ont fait cette apostasie, qui étaient dans des cultures, qui étaient dans les pays, dans des familles qui étaient de culture musulmane, mais qui n'étaient pas de pratique musulmane. Finalement, en tout cas, l'intérêt de ce livre est d'expliquer quand même au public que
c'eût été juste une religion, une croyance, une spiritualité, c'est très facile de claquer la porte et de dire je ne crois plus. C'est tout l'intérêt du livre, c'est de dire en fait la religion est une religion culture qui peut quand même être un vade-mecum, un manuel de vivre ensemble, etc. Et qu'on n'a pas besoin d'être musulman, en tout cas d'avoir la foi pour l'être. Et c'est un peu mon cas, si vous voulez, que même si c'est pas intéressant de parler de moi, mais moi j'ai connu un peu cette culture arabo-musulmane qui m'a profondément déterminé. C'est dans ce sens-là que je disais que vous êtes éloigné, et votre cas quand même est intéressant parce que vous dites, je suis dans une famille où on fait bombance pendant le ramadan, on mange parfois même du porc, et pourtant le jour où je m'éloigne, eh bien je m'expose à des réactions violentes de la part des membres de ma famille. Non. Est-ce que vous écrivez ? Non, je n'écris pas ça du tout. Je peux expliquer. C'est pas du tout une question de religion. C'est plutôt une question de se départir de la culture. Oui, c'est ça. Que c'est là. Mais c'est ce que vous dites. Et pas de la religion. C'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Mais que vous dites qu'il y a un phénomène culturel qui est prégnant, même dans des familles qui ne sont pas pratiquantes. Oui, bien sûr. Et donc, ce que vous dites, c'est que même quand on prend cette distance avec l'islam et cette culture-là, eh bien, votre famille, pour laïque et pour non-pratiquante qu'elle était, a pris ça pour une trahison. Oui, parce qu'il y a quand même quelque chose de clos et qui vous soumet à rester dans le clan. C'est très clanique, quand même. Voilà. Il y a une autre chose qui est très frappante, c'est la difficulté à l'apostasie. C'est ce que disait effectivement l'invité qui était venu à votre place, qui nous en avait parlé ici même. Est-ce que certains ont regretté cette apostasie ? Certes. Alors, il y a beaucoup de mouvements. De toute façon, là, les personnes que j'ai interrogées, il s'agit quand même, dans le cercle des apostats, d'une militance. Ce sont des personnes qui ont été extrêmement religieux et qui ont, pour des raisons diverses, quitté leur religion. En revanche, il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup de conversions au catholicisme, voire au judaïsme quelquefois, et des retours dans les familles d'origine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les apostats aujourd'hui le sont dans cette cité virtuelle qu'est le cercle, l'apostasphère, si vous voulez, mais qu'ils ne le disent pas. Il y a un cercle des apostats. Il y a un cercle des apostats, il y a une apostasphère avec des codes sociaux. Enfin, c'est une cité virtuelle qui existe sur le net et voilà, et qui est virtuelle. En revanche, dans leur famille, encore aujourd'hui, il y a des femmes qui restent voilées alors qu'elles n'y croient plus et des hommes qui continuent de faire semblant. Parce que c'est pas quelque chose... c'est considéré comme une trahison, quand même. Alors, comment les femmes apostasient ? Comment les femmes apostasient ? Comment les femmes apostasient ? Alors, l'invariant que j'ai épinglé dans toutes les histoires, qui sont singulières certes, mais il y a un fil rouge que tout le monde partage, c'est quelque chose de l'ordre du doute. Et le doute n'est pas permis dans cette religion, en tout cas dans cette religion culture, où on vous dit, c'est comme ça, c'est la parole révélée, vous n'avez pas à la remettre en cause, il n'y a que les ulamas qui peuvent. Et à un moment, avec des rencontres, soit d'avoir écouté des apostats ou d'avoir douté pour des raisons personnelles, à partir le premier pas, c'est le doute. Je doute, donc je vais reconsulter le livre, je vais lire, et là je me rends compte qu'il y a ce qu'ils appellent des dissonances cognitives, des contre-vérités scientifiques, etc. Mais l'apostasie est un très long chemin. Il ne faut pas croire qu'à partir du moment où je doute, je sors. Non, c'est quelque chose qui est c'est une traversée, j'appelle ça une traversée identitaire. C'est une traversée très longue, très coûteuse, très très coûteuse au niveau psychique. Alors c'est ça, c'est l'intérêt de votre livre, parce que vous dites sortir de l'islam, je l'ai certes fait, mais d'une manière différente de celle des apostats. Et en effet, j'avais le souci de la foi en moi, ce qui ne m'a pas empêché de passer 23 années sur le divan pour réussir à me défaire presque entièrement de ce qui m'avait profondément déterminé. Ce que vous écrivez. Vous dites qu'ils redoutent l'apostasie non seulement pour les représailles, et vous avez donné un exemple justement que ce n'est pas du tout des menaces en l'air, et pour l'exclusion sociale, mais aussi, dites-vous, pour des raisons psychologiques.
c'est un groupe qui ne va pas très très bien. Je veux dire, je le dis à la fin du livre, j'en appelle aux instances de considérer cela comme un problème de santé publique. Pourquoi ? Parce que c'est ça l'intérêt, c'est de comprendre qu'on ne claque pas à la porte d'une religion. On se défait de sa famille, la famille vous ostracise, quelquefois vous êtes menacé, voire beaucoup. Enfin, c'est quand même, vous quittez un dogme, mais vous quittez aussi une culture, une famille, des codes. Enfin, c'est quand même pas... Et donc, il y a toujours un travail de deuil à faire, un effondrement psychique, voire des décompensations psychiques assez graves qui les mènent, dans certains cas, à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Autre fait intéressant, alors même que justement vous avez eu cette sortie de l'islam, vous dites que vous avez eu du mal parfois à vous faire accepter par ce cercle des apostats. Ils sont très... Alors, le cercle des apostats, je considère ça comme une espèce de matrice accueillante entre deux mondes. Donc c'est-à-dire que on peut dire en quoi ça consiste, ce cercle des apostats. C'est quoi ? C'est quelque chose... Il y a une association ou bien c'est quelque chose d'assez informel ? Non, si vous voulez, quand ça a commencé pendant la crise sanitaire du Covid, c'est Momo qui avait fondé ça avec un autre. Si on ne fait sans mais Momo l'apostat. Momo l'apostat. C'est une association clandestine. Elle l'est encore un peu, puisque c'est sur Discord, c'est pas sur WhatsApp, c'est pas des numéros de téléphone, on connaît pas les noms des gens, ils ont tous des pseudonymes, on connaît pas les visages, sauf certains. Et du coup, les personnes qui sortent de l'islam avec cet effondrement, ce vide qu'ils décrivent très bien dans les témoignages, ils trouvent refuge, asile, si j'ose dire, dans ce cocon qui les prend en charge, qui les aide, qui aide des gens à s'exfiltrer, comme ils disent, des homosexuels qui racontent des histoires compliquées. On les aide à s'inscrire à la fac, à trouver un travail, à être logés, etc. Mais la problématique, c'est qu'il ne faut pas que cette pépinière ou cette matrice devienne une contre-humain. Ça, c'est la seule critique que je puisse faire à la fin. C'est ce que vous dites, effectivement, c'est que quand on sort justement de l'islam, on sort plus ou moins de la Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, et donc il y a une tendance à faire une contre-Oumma. C'est tout à fait humain, si vous voulez. Si vous vous retrouvez dans un pays étranger, alors je ne dis pas que la France est un pays étranger pour eux, mais il y a quelque chose du code qu'ils n'ont pas encore, c'est-à-dire qu'ils sont certes ex-musulmans, mais ils sont toujours avec cette identité. C'est ça, là. C'est ce que vous dites, et parfois la difficulté, c'est de s'identifier non plus comme différent, comme plus musulman et je suis quelque chose d'autre, mais c'est comme être, je suis ancien et je suis dans le rejet de l'islam. C'est ça, c'est-à-dire que ce que je peux... Une identité négative, vous dites. Une identité négative que j'espère est juste contingente pour l'instant parce que c'est fragile, parce que c'est un mouvement assez jeune, qui n'a pas beaucoup de moyens, etc. Et j'espère pour eux qu'ils vont passer à trouver asile ailleurs et de se subjectiver plutôt et de ni se réclamer de l'islam ni de son rejet. Il y a un moment, moi c'est ce que je suis athée et je le revendique et c'est tout. Vous dites, je suis pas apostate. Post-musulman. Post-musulman, très bien. Voilà. Est-ce que et se définir même comme apostat finalement, c'est se définir même par rapport. Mais bien sûr. Surtout que c'est très important. C'est un statut juridique en islam. C'est l'apostat, se dire apostat, c'est courir le risque de la peine de mort. Et donc vous appelez à cette libération de ce concept finalement. Aussi. Est-ce que on n'a pas de statistiques, j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez, ou est-ce que vous notez, ou est-ce que vous avez des signaux que c'est un phénomène qui est, oui ou non, en expansion ? Toute réévaluation identitaire est aujourd'hui en expansion. En tout cas, ça, c'est la psychanalyse. De façon générale. Par exemple, le dernier sondage de l'IFOP, qui donnait 54% de jeunes de 15 à 24 ans qui se radicalisaient, en tout cas, qui pratiquaient un islam rigoriste, c'est un symptôme. L'apostasie peut être un symptôme ou pas. J'espère que non. J'espère que ce n'est pas juste un symptôme de revendication identitaire, mais aujourd'hui, on n'a que cela.
Merci beaucoup. C'est un continent absolument méconnu. Sa découverte est absolument passionnante. On suit ce récit comme une exploration et on espère d'ailleurs vite un tome 2, Les enfants perdus de la République, Sonia Zadig. C'est à lire et c'est aux éditions Fayard. Point de vue, c'est terminé. Vous retrouvez demain Anne-Emmanuel Isaac. Autre rendez-vous avec l'actu. Le Club Le Figaro politique qui revient sur la situation de la défense française, avec notamment les dernières déclarations du chef d'état-major et également du Premier ministre. À très vite sur Le Figaro.